Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Jérémy Benayen, entrepreneur. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci à toi de m'inviter aujourd'hui. Salut tout le monde. Alors Jérémy, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est un entrepreneur qui a fondé plusieurs boîtes avant de lancer donc Splasher. Donc on va vous parler un peu de cette entreprise-là. Et aujourd'hui, on est là pour parler de son parcours, pour qu'il vous livre un peu aussi ses conseils. Et puis voilà, et parler aussi bien sûr des difficultés, des challenges. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour vous. Let's go! Yes, c'est parti. Super. Du coup, Jérémy, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as un cofondateur dans ta boîte, Splasher. Yes. Deux cofondateurs. Deux cofondateurs. Et on demande toujours, tu sais, un peu s'il y a un des deux qui devait donner deux, trois adjectifs sur toi, ta personnalité, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Alors, c'est assez difficile comme question, mais y a souvent mon associé Franck qui dit que je suis trop gentil. C'est-à-dire que je ne sais pas dire non. Et c'est vrai que quand quelqu'un me contacte sur LinkedIn pour me poser une question sur son business ou autre, je ne sais pas dire non. Et comme j'ai des journées très chargées avec mon travail, des fois ça m'handicape un peu parce que j'essaye d'aider un peu tout le monde. Donc ce serait plutôt ça. Mais après, tu es dans la bienveillance, dans le partage, c'est quelque chose, en tout cas pour les entrepreneurs, c'est important peut-être de l'être, non? Plutôt que d'être tout le temps focus dans ce que tu fais. Enfin, je sais pas, c'est quoi ta vision? Je suis d'accord et en fait, si tu veux, moi je pars toujours du principe que quand tu donnes, à un moment donné, tu reçois. Exact. Et il y a des entrepreneurs que j'aide sur LinkedIn ou autres qui au départ démarrent des boîtes qui sont petits, qui n'ont pas forcément les moyens de payer une vraie prestation, une vraie agence pour les accompagner dans leur stratégie digitale. Donc je les aide au début, mais souvent il y a des belles réussites et à la fin ils viennent me voir quand ils ont du budget et ça devient des clients. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Moi c'est ma façon, c'est ma vision de voir les choses. Et c'est en fait cultiver un peu ton réseau, pas forcément avec des gens qui ont déjà réussi, qui sont déjà gros, qui peuvent déjà te payer des grosses prestations, etc. Mais c'est aussi aider les entrepreneurs qui débutent. Donc souvent je suis beaucoup contacté des fois sur LinkedIn parce que j'active beaucoup ce réseau aussi, on en a parlé. Exact, on va en reparler. Et du coup effectivement je réponds quasiment tout le temps. Voilà, donc c'est assez sympa. Et du coup on est un peu curieux de savoir comment tu es tombé en fait dans l'entrepreneuriat. Est-ce que un matin tu te lèves en disant je veux monter ma boîte ou quel est ton parcours en fait? Je vais te raconter le parcours. Enfin, je vais commencer très très tôt. Ok. Moi j'ai été un élève à l'école très dissipé dans le sens où, pas dissipé, je foutais pas le bazar en classe, mais j'étais très rêveur. Et c'est ce que les professeurs disaient à ma mère à l'école, c'est que Jérémy, on le voit, il rêve, il est comme ça, il regarde le ciel. Et en fait, je jouais beaucoup aux jeux vidéo à l'époque quand j'étais jeune, énormément. Ma mère en devenait folle, j'avais 13 ans. Et je rêvais de mes jeux la journée quand j'étais en classe. Je pensais à Counter-Strike, à World of Warcraft, etc., à tous ces jeux. Et je pouvais passer des heures dans ma tête, tout seul, et je passais le cours facilement comme ça. Et j'aimais pas quand on me forçait à faire les choses. C'est-à-dire que quand j'étais en classe, quand on me disait il faut apprendre maintenant, j'arrivais pas. J'aimais pas être trop encadré. Et j'avais besoin d'avoir mon moment. Il y a des moments où je me focalisais, j'arrivais à travailler. Et là, je travaillais très vite, très bien. Et d'autres moments où j'avais besoin de rêver, j'avais besoin qu'on me laisse tranquille. Et c'est, je pense, aussi ça qui m'a fait devenir entrepreneur, dans le sens où, aujourd'hui encore, j'ai besoin d'avoir mes moments. Quand j'ai monté ma première boîte avec Franck, mon associé, j'avais mes moments où la journée, des fois je prenais 1 heure en pleine journée et je me faisais une partie de Counter. Ok. Mais ça c'était important pour toi. J'avais besoin de décompresser. Par contre, je pouvais venir le matin, je pouvais partir à minuit du travail et je pouvais travailler à minuit. J'étais focalisé dans des moments et je travaillais. Et ce qui est bien, c'est que oui, il y a du temps où je perds un peu de temps, des fois parce que je suis un peu rêveur, mais quand je suis focalisé sur une chose, j'arrive à faire la chose très rapidement et assez bien. Donc c'est ça qui aussi me singularise. Et dans une entreprise, c'est difficile quand tu es salarié d'appliquer ce modèle parce que, comme je te l'ai dit, voilà, c'est dur de dire à un patron là, écoute, je suis fatigué, je peux pas, il faut que je prenne du temps pour moi ou je préfère le faire à 22h, c'est compliqué. Donc en fait, j'ai toujours eu cette liberté. Alors aujourd'hui, je me suis quand même un peu calmé, hein. J'ai quand même réussi à plus me focaliser sur mon travail, mais j'ai toujours ce côté-là où je suis un peu, tu vois, j'ai besoin d'avoir mes moments, j'ai besoin d'être un peu libre en fait. Et c'est cette liberté qui m'anime. Si j'ai envie de bosser sur un sujet, je bosse sur un sujet. Si j'ai envie de bosser sur un autre ou parler à tel client, je fais ça. Et donc j'ai cette liberté qui m'a attiré vers l'entrepreneuriat. Ça c'est le principe de base. Et après peut-être mon parcours… un peu plus scolaire on va dire. Tu as suivi quoi comme étude? En fait pour faire plaisir à ma mère toujours. Ça c'était pour pas qu'elle m'en connais bien ça. Voilà, fallait pas qu'elle soit contente. Ouais, bien sûr. Donc je lui ai dit vraiment je vais devenir expert comptable. Alors j'ai fait des études à la fac. J'ai fait de la gestion d'entreprise à la Sorbonne. Après j'ai fait un master 2 contrôle comptabilité audit pour devenir expert comptable. J'ai eu mon master 2. J'ai bossé en cabinet d'expertise comptable pendant 6 mois, 8 mois. Et j'ai pas du tout aimé.
Ah ouais. C'était trop dur. Ouais, c'était trop dur, l'ambiance c'était pas assez fun, dans les bureaux on se plaisait pas, et même le travail en lui-même. La compta c'était un truc que j'avais envie de vomir, j'avais du mal. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est pas moi qui gère la compta des boîtes, c'est plutôt la partie de mon associé. Parce que moi je me suis vraiment détaché de ça. Du coup, en sortant des études et après cette année d'expertise comptable, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et moi, c'est vrai que j'étais un geek, comme je te l'ai dit. Je touchais beaucoup aux ordinateurs. Et donc, depuis des années, depuis que j'avais 12 ans, j'avais une équipe à Counter-Strike, qui est un jeu vidéo. Et j'avais monté moi-même mon propre site. J'avais créé mon propre site avec un CMS à l'époque qui s'appelait Roxor Games, qui était un CMS qui permettait de créer un site. Mais il y a de ça peut-être 20 ans. Ça existe encore, ça? Non, ça n'existe plus. Ouais. J'avais créé un site, donc je bidouillais un petit peu dans le code. Je me formais sur le site du Zéro à l'époque, qui est devenu Open Classroom, qui a levé des fonds. Mais tu vois, donc moi, j'étais un vrai mec du digital. J'ai démarré, j'avais 8 ans avec un PC. Et les tout premiers PC. J'ai toujours baigné dans ce milieu, mais je ne m'y connaissais pas forcément, techniquement sur la partie marketing digital, tout ça. Et donc j'ai dit, il faut que j'aille vers ce business-là. Tu as eu un travail dans un cabinet ou pas? Alors j'ai eu un boulot, j'ai commencé un boulot, mais sauf que j'ai arrêté au bout de 8 mois. Ah oui, ouais. Et voilà, comme je dis, ça ne me plaisait plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'avais un pote, donc Simon Hamzala, qui est entrepreneur aussi, qui a monté une boîte qui s'appelle RAD. Okay. Et qui avait levé des fonds, qui avait levé 20 millions d'euros chez une marque de vêtements pour les millennials. Et en fait, il me dit, écoute, moi je vais me former aussi sur le digital pour apprendre un peu plus. Lui, il avait une formation plutôt financière, il avait fait Dauphine. Il était en train de monter RAD, et donc il me dit, je vais faire un master qui est le MCI, le marketing commerce sur Internet. C'est un master au Pôle Léonard de Vinci. Et donc je dis, écoute, je vais le faire avec toi. Je me suis inscrit, j'ai été pris. Finalement, lui, il l'a pas fait parce qu'il a monté RAD. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé dans le master et j'ai commencé à apprendre ce métier du digital. J'ai commencé à rentrer dedans. Et j'ai fait un stage en agence, dans une agence qui s'appelle JV Web, qui est une agence de publicité en ligne qui fait de la pub sur Google notamment, et qui se trouve à Montpellier, et qui a été fondée par Jonathan Vidor. Donc j'ai bossé chez lui pendant 8 mois à peu près. Donc j'ai appris vraiment le métier, j'ai bossé avec des clients, j'ai appris ce que c'est que le marketing digital, j'ai commencé à voir. Et comme moi, je suis très geek et j'adore tester, etc. Donc j'ai créé moi-même mes propres campagnes, essayé de regarder, je bidouillais un peu. J'ai appris en fait sur le terrain. Donc là, c'était en quelle année? C'était en 2013, 2012-2013. Et du coup, quand tu dis, tu apprends tes premières campagnes et tout, c'était le début aussi un peu de Facebook. Enfin, on en était où un peu là? Tu touchais un peu à quel type de campagne? Un peu sur Google, sur Facebook? Alors Google, c'était déjà mature. C'est-à-dire que c'était un levier qui existait déjà depuis presque 6, 7, 8 ans. C'était quand même déjà mature. Facebook, c'était beaucoup plus récent. Ouais, exact. Il y avait très peu d'annonceurs qui communiquaient. Donc moi, j'ai commencé sur Facebook. J'étais un des premiers. Donc on pouvait dire que j'étais expert parce que je démarrais avec le levier. Comment je me suis lancé et comment j'ai testé? Et moi, ce que je donne comme conseil, c'est de tester par vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre quelque chose, essayez de le faire vous-même avant de dire je vais le déléguer à une agence ou à quelqu'un. Et donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pendant mon master au marketing commerce sur Internet, donc ce que je t'ai expliqué, j'ai monté une boîte qui s'appelait Veggie Chic. On livrait des coffrets vegan pour les fêtes de Noël avec du foie gras végétalien, du caviar végétalien, etc. Donc c'est du caviar à base d'algues, du foie gras. D'où est venue cette idée? Parce que j'avais une associée qui était dans mon master aussi, qui était elle vegan. Et je me suis dit, moi opportuniste, je me suis dit tout de suite, véganisme. C'était il y a 6-7 ans, donc c'était moins connu. Tu aurais peut-être fait un carton si tu avais encore continué jusqu'à maintenant. Et on a fait une centaine de ventes, ce qui n'était pas dégueulasse. Et comment on a fait ça? On a créé nous-mêmes nos propres campagnes. En fait, c'est moi qui avais créé le site sur WordPress Commerce, WooCommerce. J'avais fait les propres campagnes Facebook, mes propres campagnes Google. Alors quand je regarde la gueule de ces campagnes avec le recul, elles sont catastrophiques. Mais au moins, j'ai fait mes premières ventes, j'ai appris. Et sur cette entreprise, j'ai perdu peut-être 5-10 000 euros, donc c'est pas négligeable. Mais j'ai appris. Et c'est aussi ça, c'est de se dire, bien évidemment, on risque un peu de sous. C'est risqué, on va créer ses propres campagnes, etc. Mais c'est l'apprentissage. C'est de se dire, je vais faire mes propres campagnes, je vais comprendre comment ça marche. Quitte après à le déléguer, au moins, la personne avec qui je vais le déléguer, je vais savoir lui parler, je vais pouvoir comprendre ce qu'elle me dit. Et donc, c'est ça ce qui est intéressant. La boîte, elle s'est terminée parce que ça ne marchait pas spécialement et on s'est dit qu'on ne deviendrait pas riche avec ça. Donc, on a arrêté. Mais c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça que tu as vraiment eu le pied dans le digital, on va dire. C'est comme ça que j'ai appris mon business aussi et que j'ai commencé à me lancer vraiment dans le web. Du coup, tu vois que là, dans le digital, il y a une vraie opportunité. Donc, à quel moment est-ce que tu as pu rencontrer Franck? Parce que c'est toujours une question, tu sais, l'association, avec qui est-ce que je vais m'associer? Enfin, à quel moment tu l'as rencontré et comment tu t'es dit que c'est avec lui potentiellement que j'allais pouvoir vraiment monter ce business? Pour revenir à ce qu'on s'est dit, donc j'ai bossé dans le master digital, j'ai monté en même temps Veggie Chic, donc je t'ai parlé de la boîte vegan. Derrière, j'ai fait un stage chez JV Web, qui est l'agence de pub digitale. Eux, ils sont à Montpellier. J'habitais pas à Montpellier, j'habitais à Paris, donc je me dis, il faut que je rentre chez moi. Et je me suis dit, je vais faire un peu de freelance. Comme je sais maintenant gérer des campagnes Google et Facebook, et je sais bien les faire parce que je les fais pour des clients, je vais devenir freelance et je vais commencer à gérer des clients. Et depuis Paris. Tranquillement, je vais gagner ma vie et on verra ce que je fais. À côté de ça, il y avait Franck qui est mon associé d'aujourd'hui, que j'avais rencontré plusieurs années auparavant à Cancun, au Mexique.
Ah oui, je crois que j'avais vu la petite anecdote sur le blog Medium. C'était pendant une soirée. C'est vrai en plus. Ok. En fait, Franck, lui, il avait une bande de copains. Moi, j'avais Ouais. une bande de copains. Et on s'est retrouvés au Mexique, à Cancun, deux bandes de Ok. copains de Français. Et donc, on a commencé à sortir ensemble, en soirée, etc. On s'est rencontrés là-bas. Et quand on est arrivé à Paris, bah, ces deux bandes de copains, on était plus qu'une bande de copains. Ok. Et donc, j'ai toujours gardé contact avec Franck. On se voyait régulièrement, etc., etc. C'est comme ça que je l'ai connu. Quand moi, j'ai quitté Montpellier, je me suis dit, je ne peux pas monter une boîte seule. C'est trop dur de monter une boîte seule, c'est Ouais. trop compliqué. Tu penses que ça l'est vraiment? Parce que c'est une vraie question que les gens se posent. Est-ce que je peux réussir à monter mon entreprise seule? C'est possible, mais ceux qui font ça, pour moi, c'est des génies. C'est des génies parce que moi, je vais donner un exemple. Dans mon business que je présenterai après, qui est Advisors, l'agence que j'ai montée après et qui m'a permis aussi de me faire connaître, j'avais un concurrent qui est Adsup, qui est une agence du digital, qui a été fondée par Antoine Gurwitch. Ok. Et lui, il a monté son business vraiment seul. Wow. Alors, il a explosé, c'est un des gros acteurs sur le SEA. Il a vraiment explosé, il a monté sa boîte tout seul. Et je trouvais ça extraordinaire parce que je me dis, putain, il fait le même business que nous, mais il le fait seul, c'est chaud. Wow. Et après, il a réussi, en fait, ses premiers salariés à les associer et à les faire monter. Mais Wow. au démarrage, il a monté ça seul. Et pour moi, c'est très dur d'être entrepreneur seul parce qu'il faut être bon commercial pour pouvoir entrer le business. Il faut être bon marketeur pour pouvoir attirer et communiquer sur sa marque. Il faut, pour pouvoir créer des business cases, attirer les clients. Il faut aussi savoir être bon technicien pour gérer les campagnes, avoir une bonne expertise. Les premières campagnes, c'est toi qui les gères souvent. Et donc, il faut avoir tout ça en un, c'est très dur. Et donc, moi, avec mon associé, on se complète vraiment. On a chacun nos particularités et nos forces. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Tu vois, il y a des choses qu'il ne sait pas faire non plus. Et donc, avoir toutes les compétences qui sont agrégées en une personne, c'est souvent assez compliqué. Et c'est même pas que les compétences, c'est aussi la pression. Quand tu es entrepreneur, tu as quand même une pression. Ouais, t'as une Parce que vraie tu pression. gères, déjà, tu gères ton propre business, tu vas gérer des équipes, des salariés, ils dépendent de toi. Et ton activité au quotidien, c'est stressant. Quand tu as des clients, quand tu gères des clients, il y a plein de problématiques qu'il faut savoir gérer. Donc, tu n'es pas à l'abri d'un ulcère à l'estomac. Comme on en fait, je pense, plusieurs. Voilà, quand tu es stressé, moi je suis quelqu'un de naturellement aussi stressé, c'est très dur. Donc, il y a aussi le stress qui vient. Et il faut avoir quelqu'un sur qui décompresser. Ouais, il faudrait que tu aies quelqu'un sur lequel tu peux avoir confiance. Moi, c'était Franck. Ok. Donc quand je décompressais, c'était sur lui décompressait sur moi, et donc on était en osmose sur cette partie-là. Et donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comment j'ai rencontré Franck, lui il était une phase aussi un petit peu charnière. Lui il a fait des études d'ingénieur. Il était destiné à devenir trader, il bossait dans un fonds d'investissement. Ça le faisait chier aussi, il en pouvait plus de ce métier. Sa mère était pharmacienne et il m'a dit, j'étais son seul pote qui connaissait un peu le digital. Il me rencontre, il me dit viens on va prendre un café ensemble, j'ai envie de monter un site e-commerce pour la pharmacie de ma mère. Je veux faire comme il est une pharmacie. C'est l'époque des pharmacies en ligne. On va pouvoir livrer des médicaments sur ordonnance, donc je veux me lancer. À l'époque c'était le début. Et donc moi je le conseille et je lui dis écoute, aujourd'hui faire de la pub sur de la pharmacie c'est impossible, tu n'as pas le droit d'acheter des mots-clés sur Google, donc ça va être très dur pour toi, il faut faire du référencement naturel. C'est très long, ça va te demander beaucoup d'investissement et surtout beaucoup de connaissances. Moi c'est un business qui est compliqué, je te déconseille d'y aller tout de suite. Enfin voilà, c'est un vrai métier, il faut s'y connaître. Et quand tu te lances dans le digital, c'est pas je me lance, c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence, etc. C'est pas simple, c'est pas l'Eldorado. Ouais. Il faut s'y connaître. Et je lui dis, par contre, moi j'ai un business intéressant à te proposer. Je monte une agence. Ouais. Une agence de publicité dans le digital. On va justement accompagner les annonceurs à se déployer, à se développer. Et je cherche un associé parce que je ne peux pas le développer seul. Et je pense que tu peux être quelqu'un de bon, on peut développer ça ensemble. Et il me dit écoute, donc au fil des rendez-vous, j'ai commencé à l'attirer, à Ouais, l'intéresser. t'as essayé de le convaincre, de rejoindre ton projet. Ok. Voilà, le persuader que c'était le bon projet. Et je lui ai dit écoute, tu sais quoi, il n'était pas convaincu. Je lui ai dit on monte les deux boîtes. On monte l'agence de digital et à côté de ça, tu montes tout seul ton site de parapharmacie. Ce qui marche en premier, tu le pousses. Et finalement, Advisors, l'agence qu'on a créée ensemble, qui est une agence de publicité digitale, on gérait des campagnes de pub sur Google, Facebook, Instagram, YouTube. On a monté ça ensemble. Ça a fonctionné très rapidement. Et donc, il a délaissé le projet du site de parapharmacie de sa mère et il a mis de côté. Et donc, c'est comme ça que l'aventure Advisors. T'es trop dans ce lâchat. C'est comme ça que l'aventure Advisors s'est créée. Ouais. Et on s'est lancé. En fait, c'était la continuité de ce que je faisais à Montpellier, dans l'agence digitale. Je me dis, je vais faire la même chose à Paris. Et donc, j'ai monté cette nouvelle boîte avec Franck sur Paris. Très bien. Et du coup, un peu, si tu reviens rapidement sur cette expérience, ça a été quoi les leçons que tu as tirées de la création de cette boîte-là? En fait, moi, j'aime bien dire ça. Et c'est la logique aussi de mon côté entrepreneur. C'est dans le marché du digital ou dans le marché dans lequel on vit aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes. Tu as les mineurs et tu as les vendeurs de palets de pioche. Les mineurs, c'est les sites e-commerce, les applications, des gens qui veulent monter des boîtes dans le digital, qui se lancent dans le e-commerce, qui créent des apps et qui vont chercher la pépite d'or, qui veulent être le prochain Tinder, le prochain Uber. Exactement. Voilà. Donc ça pour moi c'est les mineurs. Et ils veulent chercher l'or et ils montent des business. C'est pas facile, c'est très dur et on trouve pas la pépite si facilement. À l'époque c'était plus simple.
Il y a beaucoup de business. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Il y a de plus en plus de concurrence. Exactement. Et de plus en plus de mineurs, comme je les appelle. Et tu as les vendeurs de palettes de pioche. Et ça, c'est les business que je favorise un petit peu. Les vendeurs de palettes de pioche, c'est moi, je donne les outils aux mineurs, les outils aux entrepreneurs pour se déployer, pour se développer. D'accord. Ok. Et en fait, de mes expériences entrepreneuriales, j'ai monté VG Chic, où là, la première boîte, j'étais plutôt en mineur. Je voulais m'enrichir en vendant des coffrets vegan. Mais c'est risqué, il y a la concurrence, c'est un nouveau marché, etc. Et Advisors, qui est une boîte de vendeurs de palettes de pioche. Je suis une agence de pub et je vends du service aux annonceurs pour les aider à se déployer et à se développer. Okay. C'est intéressant comme conception, tu sais, du truc, ouais. Et il y a une phrase que j'adore et que je répète toujours à Franck, je dis « À la rue et vers l'or, ceux qui se sont enrichis, c'est les vendeurs de palettes de pioche. » Ok. Je dis pas que les mineurs ils s'enrichissent pas, mais je dis que c'est beaucoup plus dur pour un e-commerçant, une start-up qui se lance, de réussir parce que tu as la concurrence, tu as le marché, c'est plus compliqué. Et donc, moi, j'aime bien les business où je vais vendre du service aux entreprises parce que je vais pouvoir les aider à se déployer. Je vais pouvoir les aider à se développer. Toi, c'est plus stratégique, on va dire. C'est plus ma vision du business, entre guillemets. C'est comment quand je veux monter une boîte, c'est vers quel type de boîte je me dirige pour un lancement. Moi, je pense que je ne monterai jamais le prochain Tinder. Je ne monterai jamais le prochain Uber. Parce que pour moi, c'est trop, entre guillemets, risqué. C'est trop des boîtes qui demandent des fortes levées de fonds. C'est des boîtes qui se développent sans rentabilité au départ. Et je ne sais pas faire. Moi, j'ai besoin de créer une boîte où je vais générer du business, j'ai un business plan, j'ai une rentabilité. C'est ça qui m'anime et qui m'intéresse parce que j'ai une stabilité dans mon business. Je ne dis pas à tous les entrepreneurs de monter des boîtes de vendeurs de palettes de pioche. Il y a aussi des super entrepreneurs qui montent des belles startups. On en voit aujourd'hui des boîtes comme Feed ou d'autres qui cartonnent. En tout cas, moi, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. C'est pas, entre guillemets, un conseil.